demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. La situation sécuritaire se stabilise petit à petit dans les Kivu. Là-dessus, tous les participants à la consultation à huis clos sur la situation en RDC de ce mercredi à New York sont unanimes. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment la traque des FDLR et autres groupes armés, gage de la restauration de la paix totale dans cette partie du pays. Le gouvernement congolais abonde dans le même sens. Il n'est pas question de surseoir à la traque des FDLR. Vous suivrez dans ce journal la correspondance du porte-parole du gouvernement. De gré ou de force, les FDLR doivent déposer les armes. C'était une plénière très mouvementée. Les élus des élus étaient surchauffés pour cause de la sollicitation par le gouvernement des crédits provisoires pour le mois de janvier 2014. Enfin, la RDC s'acquittera désormais des cotisations annuelles auprès du Centre régional des recherches et documentation sur les femmes de la CIRGEL, une promesse faite par le chef du gouvernement alors qu'il recevait ce jeudi une délégation de cette structure en séjour à Kinshasa. Voilà tout pour les titres. Bonsoir. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est considérablement améliorée après la défaite du M23 et la mise en œuvre de l'accord cadre. C'est à cette conclusion qu'aboutit la consultation à huis clos des membres du Conseil de sécurité sur la situation en RDC tenue ce mercredi à New York. Un succès que le chef de la MONUSCO attribue aux Nations Unies, à la RDC et aux autres États de la région. Force est de reconnaître cependant que ce succès est fragile. C'est dans cette optique que la MONUSCO s'est résolue à orienter son action militaire contre les rebelles des FDLR et tous les groupes armés nationaux et étrangers. Une position partagée à 100% par le gouvernement congolais. Il persiste et signe les FDLR doivent déposer les armes. Le gouvernement entend utiliser la force pour les contraindre à le faire. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, dans cette correspondance de Nadine Daing. Ils sont entrés illégalement sur le territoire de la RDC. Ils s'y adonnent à des activités non seulement illégales, mais aussi criminelles contre le peuple congolais. La seule chance qui leur a été donnée, c'est de se soumettre à l'ultimatum que le président de la République avait lancé et d'être désarmés et démobilisés volontairement. Ce qui se passe entre les Rwandais qui sont au FDLR et le gouvernement rwandais ne regarde pas le gouvernement congolais ni le peuple congolais. S'il y a des réclamations vis-à-vis du gouvernement rwandais, c'est au Rwanda qu'ils doivent le faire. Ce n'est pas en utilisant la RDC comme instrument de chantage. Donc, s'ils ne veulent pas déposer les armes, volontairement qu'ils se préparent à subir les conséquences d'un désarmement forcé. Voilà la position du gouvernement congolais. Le vice-ministre et ministre du budget Daniel Moukoko Samba était devant les élus du peuple ce jeudi pour solliciter l'ouverture de crédits provisoires pour le mois de janvier 2014. Ces crédits provisoires pourront ainsi doter la RDC des instruments de finance. Il faut dire que c'était une plénière houleuse car cette demande n'a pas rencontré l'assentiment de tous. Suivez plutôt les réactions des députés à ce sujet. Il est bien dit que le gouvernement doit amener le budget à temps utile. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour permettre au Parlement
de travailler pour que les textes puissent circuler entre les deux chambres. Et quand je disais que le budget, enfin la Constitution est complétée par la loi financière dit clairement qu'il faut avoir 40 jours à l'Assemblée nationale pour traiter de la loi sur le budget. Et puis permettre aussi que le Sénat puisse examiner, de sorte que des choses sérieuses, pour que le finance qui gère le pays, on doit quand même avoir le temps de le préparer. Mais puisque nos gouvernements sont habitués à siéger et jusqu'à même pas avoir le temps de venir déposer pour attendre solliciter un crédit provisoire. Apporter son casaque de sauvetage pour inviter le gouvernement à pouvoir présenter la loi sur l'ouverture des crédits provisoires. Je ne sais pas comment le gouvernement pouvait fonctionner en 2014. C'est-à-dire pour eux, qu'il y ait la loi des finances, qu'il y ait des crédits provisoires ou pas, l'essentiel est qu'ils sont là parce qu'il n'y a pas de limite de pouvoir. Leur pouvoir n'est pas limité. Pour ce soir, qu'on ne puisse pas voter la loi sur l'ouverture des crédits provisoires parce que le ministre qui est venu n'a pas la compétence d'engager le gouvernement. C'est le Premier ministre plutôt qui pouvait, dans une loi si importante comme celle-ci, se présenter au niveau de l'Assemblée nationale pour demander l'ouverture des crédits provisoires. Le ministre n'est pas chef du gouvernement. Voilà, nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. En imposant l'ouverture des crédits provisoires, les deux bureaux du Parlement rendent caduc le projet de loi finance déposé par Matata. En conséquence, le gouvernement de cohésion nationale sera dans l'obligation de présenter son propre projet sur la base du nouveau programme à adopter lors de son investiture. Entre-temps, l'État va tanguer pendant une bonne période. Bref, entre le Parlement et le gouvernement, c'est un jeu de cache-cache qui cache mal une guerre latente et implacable. Simple sursis, dans la mesure où, à l'absence d'une session extraordinaire pouvant permettre un débat sur ce projet, l'ouverture des crédits provisoires devenait l'unique voie des sorties de ce traquenard dans lequel le gouvernement s'est lui-même enfermé. Une cacophonie est constatée au niveau du Parlement et du gouvernement au sujet de la loi de finances pour l'exercice 2014. Ce projet de budget a-t-il été déposé ou non ? A-t-il été réceptionné en bonne et due forme par les institutions compétentes? Ces questions taraudent les esprits de bonne conscience au plan national et méritent des réponses. Le constat fait au Palais du Peuple, où les bureaux des deux chambres du Parlement ont reçu le chef du gouvernement et ses proches collaborateurs, laisse pantois. Les explications qui ont transpiré de ces conciliabules frisent l'opacité ou l'ignorance de la Constitution. L'autorité budgétaire a exigé de l'exécutif national de solliciter l'ouverture des crédits provisoires en attendant d'examiner dans le temps réglementaire le projet de loi des finances soumis à sa compétence pour discussion et adoption. N'ayant plus le cœur à l'ouvrage, le gouvernement qui caressait l'espoir de jouer aux prolongations jusqu'au mois de mars lors de la session ordinaire du Parlement afin de défendre le budget s'est plié dans le 24 heures avant l'expiration de l'ultimatum. Une plénière est aussitôt convoquée pour débattre et adopter à la va-vite cette loi d'ouverture des crédits provisoires. En un temps de mouvement, le Sénat jouera sa partition afin d'aboutir à la satisfaction des exigences des formes pour que la loi soit promulguée par le chef de l'État. Du bricolage pur et simple, alors qu'il y avait moyen d'anticiper de faire mieux. La cacophonie est totale, il faut y mettre fin. La RDC s'engage à s'acquitter de ses cotisations annuelles auprès du Centre régional de recherche et documentation sur les femmes de la CIRGEL. C'est ce qu'affirme la ministre du Genre Geneviève Inagossi au sortir de l'audience accordée par le Premier ministre à cette structure ce jeudi. La RDC doit tenir son engagement, d'autant plus qu'elle abrite le siège de cette structure. Je vous propose de suivre l'essentiel de cette rencontre avec la ministre du Genre Geneviève Inagossi. Elle est donc au micro de Doudou Ndombi. Nous venons sensibiliser notre gouvernement parce que nous abritons le siège de l'institution. Nous devons prêcher par l'exemple, sensibiliser le chef du gouvernement pour prêcher par l'exemple, notre gouvernement s'acquitte déjà de sa contribution. Nous avons été très heureuses
de savoir d'abord l'engagement de notre gouvernement, parce qu'il faut le dire que si ce centre a fonctionné jusqu'ici, c'est sur le financement du gouvernement de la République démocratique du Congo que nous voudrons remercier ici à travers le Premier ministre, mais aussi l'engagement du président de la République. Nous étions très heureuses parce que pour exprimer l'engagement ou renouveler l'engagement de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a accepté de doubler la cotisation de la République démocratique du Congo. Donc nous sortons ici avec un engagement ferme de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de cotiser à hauteur de 150 000 $ américains. Je pense que c'est un motif d'encouragement pour le centre. En marge de la célébration du 65e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Bureau des Nations unies aux droits de l'homme vient de publier le rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC. Il ressort de ce rapport que 345 cas de violation ont été enregistrés de octobre 2011 à janvier 2012 dans le contexte électoral de 2011, d'où la nécessité, selon le représentant adjoint du secrétaire général des Nations unies, de poursuivre les auteurs de ces violations avant le prochain cycle électoral. Mariam Boya et Cédric Kidimbo. Ce rapport sur les violations de droits de l'homme enregistré par l'ONU entre le 1er octobre 2011 et le 31 janvier 2012 dans le contexte des élections de novembre 2011 afin de prévenir la répétition de tels crimes est non exhaustif. Le général Wafi fait savoir que plus de 400 personnes ont été privées de liberté d'expression durant cette période. Le représentant adjoint du secrétaire général des Nations unies encourage les autorités congolaises à conduire à leur terme ces investigations afin que les responsables payent de leurs actes et donnent ici l'objet de ce rapport. J'encourageais les autorités congolaises et notamment les autorités judiciaires pour que ces investigations judiciaires soient conduites à leur terme, pour que les responsables de ces violations, à un titre ou à un autre, soient traduits devant les juridictions compétentes et rendent compte pour ces faits qui sont contenus dans le rapport. Par ailleurs, ces mêmes rapports indiquent que les forces de défense et de sécurité ont été responsables de plus de la moitié des violations documentées et les violations les plus graves ont été enregistrées à Kinshasa ainsi que dans la province du Kasaï oriental. La protection des défenseurs de droits de l'homme en RDC préoccupe au plus haut point les États membres de l'Union européenne. C'est ce qu'a motivé l'Union européenne et les défenseurs de droits de l'homme à organiser un dialogue sur la question. À l'issue de ces travaux de 2 jours, l'Union européenne a rassuré ses interlocuteurs de son engagement à continuer à appuyer ce secteur pour atteindre l'objectif fixé. C'était donc dans la salle VIP de l'hôtel Sultani. Thierry Kassongo. Les États membres de l'Union européenne et les défenseurs des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, ils se sont engagés à poursuivre leur collaboration pour la défense des droits des citoyens. Cet engagement intervient à l'issue de 2 jours de partage sur les conditions de travail des défenseurs des droits de l'homme sur l'ensemble du pays. Pour Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, beaucoup reste à faire pour atteindre les résultats escomptés. Je ne doute pas donc que ces discussions auront été utiles. L'objectif est clair, faire progresser ensemble la situation des droits de l'homme et leurs défenseurs en République démocratique du Congo. Alors beaucoup de travail reste à faire, notamment en matière de lutte contre l'impunité, de liberté d'expression et d'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que le travail qui a été fait est utile et que nous pourrons renouveler l'exercice, notamment dans la perspective des élections locales qui sont extrêmement importantes pour faire émerger une nouvelle classe politique plus proche des préoccupations de l'opinion. Les activistes des droits de l'homme, premiers bénéficiaires de ces échanges de haut niveau, ne cachent pas leur satisfaction.
D'autres rencontres sont prévues avec les décideurs politiques et le partenaire intervenant dans les secteurs en vue d'améliorer les conditions des activistes des droits de l'homme. Le ministre des Mines a reçu ce jeudi le président de l'Assemblée provinciale du Katanga à la recherche des solutions pour sa province secouée par la hausse des taxes dans le secteur minier et le problème de rétrocession. Gabriel Kyunguwa Kumwanza est allé se ressourcer. Il se dit quant à l'issue favorable de la situation de sa province. Gabriel Kyunguwa, des propos recueillis par Doudou Ndombe. Nous sommes suffisamment documentés que pour au niveau de l'Assemblée provinciale, nous puissions parler en connaissance de cause. Les problèmes qui se posent au Katanga, c'est nous, en tant que représentants de la population de Katanga au niveau de l'Assemblée, nous avons le devoir d'aider aux décideurs de résoudre les problèmes. C'est ça que nous sommes en train de faire, c'est notre devoir. Nous sommes une représentation provinciale. Et lorsqu'il y a des problèmes qui se posent, nous allons toquer à toutes les portes qui sont à même de pouvoir nous aider à trouver des solutions. Dans le domaine des infrastructures, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a procédé ce mercredi au lancement de la 3e phase des travaux d'assainissement du boulevard Lumumba sur le tronçon échangeur aéroport international de Njili. Il faut dire que le boulevard Lumumba doit être assaini et embelli à la même enseigne que le boulevard du 30 juin, a-t-il déclaré. Doudou Ndombe. Ces travaux vont consister à évacuer des marchés pirates et anarchiques qui longent les boulevards, à balayer et à enlever des immondices. Après interviendra la pose des pavés et la plantation de la pelouse et autres fleurs. Ainsi, ce tronçon qui traverse les communes de Matete, Kimbantseke, Massina et Njili va resplendir des beautés. Matata Ponyo a également mis ses temps à profit pour visiter les ponts Tchanga et Matete. De ce côté, les travaux avancent plutôt bien, malgré les temps pluvieux qui perturbent l'horaire de travail. Et en province orientale, les choses s'activent dans le domaine des infrastructures. Le passage récent du chef de l'État en province orientale a été bénéfique pour les usagers de l'axe routier Niania. Les travaux de réhabilitation de cet axe battent leur plein. L'Office des routes et une entreprise de construction de la place ont déjà évacué une partie de la boue qui entravait la circulation des véhicules au grand bonheur des usagers. Suivez. Les grands bourbiers de l'axe routier Niania-Mambasa sont remblayés. Le passage des véhicules devient moins pénible qu'il y a plusieurs mois. C'est le résultat des travaux d'intervention d'urgence qui s'effectuent sur la RN4 sur décision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lors de sa récente visite. De Niania à Salaté, soit une distance d'environ 100 km, l'entreprise Congo Service et Maintenance est à pied d'œuvre depuis une semaine. Il y a au total 18 grands bourbiers, mais il ne faudra pas négliger les bourbiers moyens. Nous avons déjà jusque-là 6, il reste 12. Pour aller vite, ce tronçon a été confié à 4 entreprises, dont l'Office des routes qui réhabilite au-delà de la localité de Salaté. Ces travaux sont de courte durée, avoue le chef de chantier. Les travaux consistent à boucher tous les bourbiers, afin de permettre le passage de véhicules sur la RN4. Nous continuons à travailler, peut-être avant 2 semaines, nous aurons terminé. Des milliers de véhicules transportant des tonnes de marchandises ainsi que des passagers circulent sans trop de peine à la satisfaction des camionneurs. Les usagers ont des mots justes pour remercier les chefs de l'État. Nous remercions le chef de l'État pour ses gestes, comme il est passé, et à vue de ses propres yeux, il y a maintenant solution. La semaine de lutte contre la corruption s'est clôturée ce jeudi et à l'occasion des prix ont été décernés à des personnes qui se sont distinguées dans la lutte contre la corruption, chacun dans son secteur d'activité. Parmi ces personnes figure Victor Nzouzi. Cet expert en développement et membre des réseaux nationaux de l'agriculture et de l'environnement a reçu le prix de développement de l'OCEP 2012. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Fleuve Congo Hotel. Mariam Boye, Fiston Bouini. Cette médaille en bronze, c'est le prix du développement de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle 2012 qui célèbre son 10e anniversaire et au même moment clôture la semaine de lutte contre la corruption du 6 au 12 décembre. La République démocratique du Congo étant signataire de la Convention des Nations Unies contre la corruption, elle s'implique pour éradiquer ces fléaux dans tous les secteurs.
Victor Nzouzi, l'un des lauréats du prix de l'OCEP, est plus explicite. Nous, Congolais, nous devons vraiment nous battre parce que le pays, ce pays, pour devenir un grand pays, il faut réellement lutter contre la corruption, sinon nous allons tout perdre et ce sont les autres qui continueront toujours à gagner. Au nom du gouvernement, Jean-Claude Kibala, ministre de la fonction publique, dépeint l'engagement du gouvernement dans la lutte contre la corruption. À vous tous, je dis merci pour votre mobilisation spontanée en vue de la défense d'une valeur aussi cardinale qui fonde l'idéal d'un Congo nouveau, nation sans corruption. Le gouvernement congolais dit s'impliquer pour la nomination d'un conseiller de suivi sur la corruption, l'une des recommandations de concertation nationale. Un autre lauréat, c'est le directeur général des douanes et assises, Deo Rugwiza. Ce dernier a également reçu le prix du développement du code d'éthique professionnel 2012. Ce prix couronne ainsi la détermination du numéro 1 de la DGDA à lutter contre la corruption, le blanchiment des capitaux et tous les maux qui gangrènent les entreprises congolaises. Deo Rugwiza salue les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Je vous propose de l'écouter. Il est donc interrogé par Sylvie Ngalula. Des efforts que la communauté douanière et nous-mêmes nous fournissons pour remplir correctement notre devoir, qui est celui de mobiliser le plus de recettes possible dont le pays a besoin pour son développement. C'est donc un motif de satisfaction, mais également d'encouragement pour toujours bien faire et mieux faire. Si je parle de la communauté douanière, c'est parce que dès ma nomination à la tête de la douane, j'ai donné ma vision et je suis heureux que toute la communauté ait adhéré à cette vision sans attendre, sans atermoiement. Cette vision, vous la connaissez, nous travaillons ensemble depuis un temps. Il s'agit de lutter contre toutes les antivaleurs. La fraude, la corruption, les tracasseries et l'impunité. Nous avons multiplié par 11 les recettes. Parce qu'il a parlé de 2005 à ce jour. En 2005, on était à 145 milliards. Comprenez? Au 31 décembre 2013, nous serons à 1733 milliards. Donc, passer de 145 à 1733, vous multipliez pratiquement par 12. Voilà, donc fin décembre, je vous donne rendez-vous, on sera à 1733 milliards de francs congolais. À moins de 2 semaines des festivités de fin d'année, on n'enregistre pas encore d'engouement au centre d'approvisionnement. Au marché central de Kinshasa, par exemple, la fréquentation est timide, comme vous allez le constater à travers ce reportage. Les vendeurs se plaignent de cette situation qui sans doute est consécutive au manque des moyens financiers. Il faut quand même reconnaître qu'il y en a déjà qui préparent ces moments de réjouissance. Nadine Maïfiloa et Jean Louma aussi nous rapportent. Quelques jours des célébrations des fêtes d'année, ce n'est pas encore l'engouement dans les marchés et autres grandes surfaces. Certains magasins en centre-ville en sont encore au changement du décor. Tout est fait en fonction de la fête de Noël qui arrive à grands pas. En ce qui concerne la vente, les personnes interrogées affirment que les clients s'y font encore rares. Et pour cause, explique cette vendeuse, les poches des parents sont encore vides. Quelques-uns seulement ont des moyens. En tout cas, ce n'est pas comme les années passées. Et ce n'est pas comme les années passées parce que depuis qu'on a étalé les choses des enfants, vraiment la circulation d'argent, on ne voit pas. La vente n'est pas comme on voulait, comme on faisait dans les années passées. De leur côté, les clients trouvés sur place se font violence et tentent de faire ce qu'ils peuvent. Je suis venu chercher des habits pour les enfants, comme nous approchons la fête de Noël et la bonne année. Il y a 2 fêtes au moins pour les enfants. Alors il faut chercher à avoir ne fût-ce que quelques habits pour les enfants. J'avais acheté le jeans et la chemise. C'était pour la fête de Noël. Je suis venue acheter les habits de Noël. En croire ceux qui ont requis l'anonymat, les temps sont durs et l'argent ne circule pas. Ils ne savent si seulement ces fêtes pourront se passer dans de bonnes conditions, du moins dans les familles des Gan-Petit. À présent, nous allons suivre la revue de presse qui porte la signature de Bijou Mbouindoya.
La paix dans la région des Grands Lacs propose l'ouverture de dialogue entre les régimes rwandais, ougandais et leurs rébellions respectives. La République souligne cependant que cette denrée réclamée par les FDLR et la LRA est loin d'être digérée par Paul Kagame et Yoweri Museveni. Ces derniers excluent tout dialogue avec leurs rebelles, se contentant de brandir la menace de mort contre ces seigneurs de guerre. À ce rythme, poursuit le journal, la communauté internationale trébuche ainsi sur la volonté de deux personnalités insensibles aux observations de la communauté des nations pour le recours à la démocratie dans le système de gestion de la République. Museveni refuse de traiter avec Joseph Kony, chef rebelle de la LRA, alors qu'il insiste pour que Kinshasa signe un accord avec le M23. Pour le faire, si le gouvernement fléchit devant cette caprice de la communauté internationale, c'est la patrie qui est en danger. Il s'agira tout simplement de partager le pouvoir avec le M23 et d'amnistier Makenga Sultani et compagnie. Le potentiel lui s'intéresse plutôt à ce qu'il qualifie de jeu de cache-cache entre le Parlement et le gouvernement. Avec le crédit provisoire, le projet de loi des finances déposé par Matata Ponyo tombe caduc. En conséquence, le gouvernement de cohésion nationale sera dans l'obligation de présenter son propre projet sur la base du nouveau programme à adopter lors de son investiture. Des morts enregistrés lors de l'opération Likofi se justifient, soit par légitime défense, soit par dérapage des éléments de la police nationale congolaise. C'est ainsi que Mouyej Manguez-Mans, note l'avenir, s'est défendu devant les députés. Le ministre a démenti les informations selon lesquelles ces bandits sont exécutés par les éléments de la police nationale congolaise. Voilà, c'était là donc l'essentiel de la presse parue ce matin. Merci Bijou pour cette revue de presse. Aussi, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télévision républicaine. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.